Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Alassane Dramane Ouattara, vous le savez, sera chassé du pouvoir par le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien va se débarrasser d'Alassane Dramane Ouattara, mais pas seulement. Le peuple ivoirien va se débarrasser du néocolonialisme français. Ce sera une pierre deux coups. La chute de Ouattara, ce sera une chute du néocolonialisme français. La chute de Ouattara sera un coup dur, d'une décisivité absolue, portée à la France-Afrique. Et elle est imminente. Quand ces choses arriveront, vous regarderez à nouveau cette émission avec la délectation des moments prophétiques. Maintenant, venons en France, parce que la France-Afrique, c'est aussi ce qui se passe en France. Et je vous disais que nous avons entièrement jouissance de notre liberté de conscience, notre liberté d'expression, d'opinion, de pensée. Nous n'avons plus la moindre objection de conscience à affronter de la part de qui que ce soit. Nous nous exprimons en conscience, car nous avons radicalement pris notre liberté envers quelques institutions et quelques obligations institutionnelles que ce soit. Tout le monde comprend de quoi nous parlons. Le pouvoir français est aux abois et il se réfugie dans le militarisme anti-russe et un soutien artificiel à la Palestine. L'Afrique tremble parce que plusieurs régimes africains qui ont été pendant très longtemps tenus et soutenus à bout de bras par les dirigeants français n'ont plus l'appui qu'ils avaient en France parce que l'appuyeur est en déclin, l'appuyeur est en ruine. Sur le plan économique, la situation française est catastrophique, d'autant plus que la dette intérieure et la dette extérieure de la France sont en augmentation permanente et exponentielle. La France vit à crédit. La France est surendettée. Ce surendettement accéléré de la France s'est aggravé avec la raréfaction de ses sources d'approvisionnement en matières premières gratuites. La fermeture progressive des robinets de matières premières d'Afrique s'est traduite par une augmentation exponentielle du coût de l'énergie et par ricochet du coût de la vie en France. Par ailleurs, une politique économique essentiellement menée en faveur de l'oligarchie financière et qui s'est traduite par la fin de l'impôt sur les revenus pour les plus grandes fortunes de France. Cette politique économique se traduit par une ponction massive fiscale de la classe moyenne et un abandon de pans entiers de la classe populaire. De telle façon qu'en France sont réapparus des phénomènes de masse pauvre. En France est réapparue la famine. L'un des phénomènes qui a permis de voir que la famine, F-A-I-M, la faim, a refait fortement son apparition en France, ce sont les scènes scandaleuses, pitoyables, de mendicité, de files entières d'étudiants français, incapables de se nourrir une seule fois par jour, certains fouillant dans les poubelles des villes françaises et d'autres s'alignant pendant des heures et des heures devant les officines du secours populaire et des autres organisations humanitaires. Oui, la France s'appauvrit. Les Françaises et les Français ont massivement du mal à joindre les deux bouts. Quand on entre aujourd'hui dans un supermarché, avec la somme de 200 €, on en sort avec un caddie pratiquement vide. Et il y a seulement 10 ans, ici en France, quand vous entrez avec 200 € dans un supermarché, vous aviez au moins la moitié d'un caddie plein. Quatrièmement, toujours sur le terrain économique, la France a été prise de vitesse par toutes les autres économies concurrentes. L'économie allemande a fait sa mutation industrielle à une vitesse incroyable alors que la France se désindustrialise.
les outils de production de la France sont en train tous de s'externaliser avec le travail. Donc, ça devient un pays qui consomme ce qu'il ne produit pas et qui produit ce qu'il ne consomme pas, puisqu'il dépend de plus en plus de filières extérieures. Des pans entiers de l'économie française qui fonctionnaient très bien ont été anormalement et injustement privatisés. Un député a trouvé la mort après avoir révélé l'immensité du scandale des privatisations françaises. Il s'appelle Olivier Marleix. Je vous demande d'étudier son histoire. Sur le terrain politique, la France souffre aujourd'hui d'une crise profonde de légitimité des institutions. Pourquoi? Parce que le chef du gouvernement, François Bayrou, n'est pas issu d'une formation politique majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est le refus de reconnaître la victoire de NFP, le nouveau Front populaire, par le président Macron, qui s'est traduit par l'imposition d'une succession de premiers ministres, eh bien, sans majorité parlementaire. Du coup, le pays se gouverne à coup de 49-3, c'est-à-dire de volontarisme de l'exécutif, et sur beaucoup de sujets, le pays est bloqué. À l'instant où je vous parle, la France n'a pas de budget, faute d'un consensus parlementaire autour de la loi de finances. La France est une république sans budget, en ce 3 septembre 2025. La popularité du président Macron, selon certains sondages, est tombée à 15%, du jamais vu. 15% de popularité dans un pays pour le président de la République. Et on annonce pour le 8 septembre une confrontation parlementaire qui devrait se traduire par la chute du gouvernement Bayrou et qui devrait également se traduire par la dissolution probable du Parlement, pendant que se multiplient des appels à la démission du président Macron et même à sa destitution. 3 mots dominent désormais la politique intérieure française. Démission, dissolution et destitution. Démission, dissolution et destitution. On estime que M. Macron a épuisé toutes ses cartes et que quel que soit le Premier ministre qu'il s'évertuerait à nommer après François Bayrou, celui-ci serait également conduit à l'échafaud du vote de défiance de la majorité des parlementaires, tomberait jusqu'à ce que M. Macron comprenne qu'il ne peut pas gouverner. Donc, je dis bien que les 3 mots qui dominent actuellement la politique française sont démission, dissolution du Parlement et destitution du président. Mais il y a un 4e mot que les gens ne voient pas et qui est pourtant là, qui lui aussi, en réalité, devrait être souvent prononcé et médité ici en France. C'est basculement dans une dictature absolue. Car il existe des dispositions constitutionnelles qui peuvent être interprétées par le président Macron comme lui donnant les pouvoirs absolus dans une situation exceptionnelle. Les pouvoirs absolus dans une situation exceptionnelle. Si le président Macron venait à faire usage de cette disposition, on se retrouverait dans la situation de César à Rome, se décrétant dictator perpetus, dictateur perpétuel, et recevant finalement le coup de poignard de son propre neveu, Brutus, et s'écriant avant de mourir, « Et toi aussi, mon fils, itu kwaekwe fili ». Donc, en fait, la France est menacée par 4 mots. Elle est menacée par la destitution de ses autorités, la dissolution de ses institutions, elle est menacée par la démission de ses autorités, et elle est menacée par la dictature, le basculement total en dictature. On devrait donc s'accorder à dire que la France est une république, eh bien, à l'agonie. République à l'agonie. Et j'insiste ici sur la racine grecque du mot agonie. Dans agonie, il y a la racine grecque agone, qui veut dire la guerre. C'est une république en guerre. En guerre contre ses propres principes, où les factions ont pris un tel pouvoir que l'intérêt commun a disparu du centre de la civilisation. Alors, quand vous faites face à une crise de légitimité intérieure comme celle-là, vous n'avez que 2 choix. Soit vous choisissez la vérité et la justice, et
Dans ce cas-là, vous comprenez que vous n'êtes plus à la hauteur de la situation, vous démissionnez. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle en 1969, quand il a demandé aux Français par référendum de valider la réforme qu'il avait proposée et que les Français ont dit non. Le général de Gaulle eut le courage de démissionner et de finir tranquillement sa vie, qui repose aujourd'hui dans sa tombe à Colombey, les deux églises. C'est la voie de la démission, la voie de la dignité, la voie du courage, de la vérité. Première voie. Et la deuxième voie, c'est la voie du mensonge. La voie de l'obstination. La voie de l'obsession du pouvoir. C'est manifestement celle-là que le président Macron a décidé de prendre. Il n'a pas l'intention de reconnaître qu'il est désavoué par le pays. Il n'a pas l'intention de reconnaître qu'il n'a plus de pouvoir sur les Français. Parce que, sur le plan parlementaire, il lui a été administré une succession de gifles législatives qui devraient suffire à le convaincre de laisser les Français choisir un nouveau président. Il ne veut pas de ça. Donc, en choisissant cette deuxième voie, il choisit donc la voie du conflit, la voie de la confrontation. Or, quand on veut amener un peuple vers le conflit ou la confrontation, en utilisant la voie du mensonge, on est obligé d'inventer des ennemis imaginaires à ce peuple. C'est l'ultime et unique façon de rassembler un peuple auquel on ment. Dans le cas d'espèce, l'ennemi imaginaire, qui est fabriqué depuis plusieurs années, et qui est proposé aux Français comme étant leur adversaire, c'est tout naturellement la Russie. La Russie qui, même à l'époque de Napoléon, ne s'était pas attaquée à la France, mais s'était défendue contre les armées napoléoniennes, défaisant Napoléon. La Russie qui, même lors de la Deuxième Guerre mondiale, a participé à la libération de la France, à l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est cette Russie qui est présentée de manière acharnée sous le régime du président Macron comme étant l'ennemi du peuple français. Derrière cette colère, derrière cette russophobie active dans l'élite de gouvernement française actuelle, on sait très bien que se règlent les soldes de la perte du précaré, de la zone d'influence, la perte du dispositif socle français en Afrique. On en veut à la Russie parce qu'elle s'est associée au régime panafricaniste révolutionnaire du Sahel. On en veut à la Russie parce qu'au XXe siècle, elle s'est mise du côté des mouvements anticolonialistes, des mouvements indépendantistes et souverainistes africains. On en veut à la Russie pour cela. On en veut à la Russie parce qu'elle a des relations cordiales, mutuellement respectueuses avec les peuples et les dirigeants africains que les dirigeants de la Ve République française n'ont pas été capables d'avoir. On lui en veut à la Russie parce qu'on est jaloux de ses succès africains. Succès africains qui ne sont pas des succès coloniaux, qui ne sont pas des succès impérialistes, mais qui sont des succès diplomatiques, des succès géopolitiques et géostratégiques, venant précisément de sa démarche respectueuse envers les souverainetés africaines, respectueuse envers les aspirations africaines. Une démarche non boulimique, une démarche courageuse, non boulimique, une démarche de compagnonnage et de fraternité de lutte. Donc, l'autre chose qu'on veut absolument utiliser ici en France pour cacher le défaut de légitimité, l'autre chose qu'on veut utiliser, c'est quoi? C'est la manipulation de la colère contre la colonisation de la Palestine. Le président Macron est un spécialiste de ce qu'on appelle en même temps. Il aime donner l'impression de faire une chose et son contraire parce qu'il aime profiter des avantages de tous les contraires. Je recommence. Le président Macron est régulièrement présenté par les analystes politiques comme un amateur de l'en même temps. Il aime faire une chose et son contraire parce qu'il aime bénéficier de tous les contraires. Bon, d'un côté, il est en colère contre les dirigeants africains qui ne veulent plus de la domination néocoloniale française. Et de l'autre côté, il organise une colère contre le gouvernement raciste et criminel de Netanyahou, responsable du génocide des Palestiniens. Il prétend qu'il va reconnaître l'État de Palestine contre le colonialisme du gouvernement actuel d'Israël. D'un côté, de l'autre côté, il est fâché contre la Russie et les dirigeants africains qui combattent le colonialisme en Afrique. Voilà, c'est M. Macron tout craché. Mais en fait, si vous regardez bien les deux attitudes du président Macron, les deux sont fausses. D'abord, c'est faux qu'il est en train de combattre les dirigeants africains du Sahel
ou de combattre la Russie en Afrique, parce que la Russie serait en train de se comporter comme impérialiste ou colonialiste en Afrique. C'est pas vrai. C'est pour sauver la France-Afrique qu'ils détestent la Russie. Et qu'ils détestent Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani, et c'est pour cela qu'ils détestent Ibrahim Traoré. Mais de l'autre côté, regardons bien l'action concrète de la politique française en Palestine. Elle n'a pas consisté du tout à être du côté du peuple palestinien. Elle n'a pas consisté à être du côté des peuples agressés. L'armée française, sous les ordres du président Macron, a participé à la défense d'Israël contre l'Iran. Alors que la cause de l'Iran et celle du peuple palestinien sont liées. Sur le terrain, concrètement, la France aide Israël à combattre les Palestiniens, à combattre les Iraniens, et elle proclame un amour, mais sans base factuelle pour le peuple palestinien, qui a été génocidé à plus de 50 000 personnes sous nos yeux, sans que les relations diplomatiques avec Israël soient rompues. Donc en fait, les deux politiques, ou les deux colères de la politique étrangère du président Macron, l'une contre la Russie et les dirigeants africains anticolonialistes, et l'autre qui est entièrement aussi feinte contre Netanyahou et la politique sioniste de l'État d'Israël, sont des deux colères qui sont hypocrites. Elles sont hypocrites. En Afrique, le président Macron ne combat pas le néocolonialisme par un partenariat mutuellement respectueux. Non, il veut sauver le néocolonialisme. Et puis, en Palestine, il ne soutient pas le peuple palestinien pour que celui-ci soit libéré du peuple d'Israël. Au contraire, son soutien, qui est un soutien purement symbolique, ne se traduit sur le terrain que par le renforcement d'Israël. J'ai vu une vidéo incroyable de De Gaulle. De Gaulle qui était, on peut le dire très clairement, anti-sioniste. Même De Gaulle dit dans sa vidéo que quand on l'a accusé d'antisionisme, il a dit aux dirigeants d'Israël en son temps, ne vous en faites pas, s'il y a une guerre entre Israël et les pays arabes, la France soutiendra Israël, même si nous ne sommes pas d'accord que vous fassiez la guerre aux pays arabes. Voilà ce qui était déjà la position de De Gaulle. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ces logiques piscornues? Il y a un État qui arrache les territoires palestiniens, qui déloge les Libanais de chez eux. Un État qui arrache le Golan à la Syrie, qui s'y installe. Et il y a des dizaines de résolutions des Nations Unies qui lui demandent de retrouver les frontières d'avant 1967. Cet État refuse et s'en fout. Et De Gaulle dit, c'est pas bien ce que vous faites, hein, les Israéliens. C'est pas bien du tout, c'est pas gentil. Hein, rendez aux Palestiniens leur terre. Mais cela étant dit, s'il y a une guerre qui éclate entre vous, les Israéliens, et les peuples arabes que vous torturez, nous allons vous soutenir, nous, Français. C'est exactement la position de Macron. Je suis pour l'indépendance de la Palestine, mais concrètement, mon armée agit aux côtés d'Israël pour combattre les Palestiniens, les Iraniens et tous ceux qui se battent pour leur indépendance au Moyen-Orient. Je vous donne un exemple tout simple de cette incongruité. Écoutez, Ahmed al-Shara, le chef d'Al-Qaïda qui a pris le pouvoir en Syrie. Le chef d'Al-Qaïda là qui a pris le pouvoir en Syrie. Dites-moi sérieusement. Le chef d'Al-Qaïda qui a pris le pouvoir en Syrie. Ahmed al-Shara. Mais, n'est-ce pas un chef d'une organisation terroriste à qui, le 7 mai 2025, le tapis rouge a été donné à l'Élysée? Bon, alors, comment vous pouvez vous entendre avec un chef terroriste pour qu'il prenne la direction d'un pays et dire que vous allez soutenir le peuple palestinien qui est terrorisé, comme le peuple iranien, précisément par ce même chef terroriste? Vous voyez l'incongruité? On soutient Ahmed al-Shara. On sait très bien que c'est un chef d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Et en même temps, Al-Qaïda et l'État islamique sont des ennemis de l'Iran, sont des ennemis du peuple palestinien. Ah mais oui! Des ennemis de la souveraineté arabe. Des ennemis jurés. Puisqu'ils sont des forces de déstabilisation permettant de maintenir l'hégémonie de l'Occident sur le Moyen-Orient. Et puis, comment vous pouvez prétendre que vous soutenez les Palestiniens si ce n'est du bout des lèvres? Donc, voilà une contradiction flagrante qui fait que cette politique n'est cohérente ni en Afrique, ni au Moyen-Orient, ni nulle part ailleurs. On essaie de nous imposer par les médias ici que l'ennemi, c'est la Russie. Mais concrètement, ce n'est pas ce que les Français voient. L'ennemi, ce sont ceux qui font des hausses d'impôts abusives,
contre les classes moyennes et les classes populaires. L'ennemi, ce sont ceux qui sont coupables de l'augmentation exponentielle du coût de l'électricité et du gaz. L'ennemi, ce sont ceux qui sont coupables de l'abandon de pans entiers de l'hôpital public, de l'école publique. L'ennemi, ce sont ceux qui s'enrichissent avec des indemnités royales dans les institutions, tout en demandant à la population de se serrer la ceinture. Les Français ont bel et bien leurs ennemis dans l'oligarchie qui dirige la France. On veut absolument leur imposer Poutine pour ennemi. Alors que la Russie, c'est 20, 30, 40, je sais même peut-être même pas, 90 fois la taille de la France. On veut absolument imposer au peuple français, le peuple russe et notamment donc le gouvernement russe comme ennemi. Alors que dans le terrain, ici, en France, on ne voit pas la Russie agir. Ce qu'on voit agir, ce sont des politiques en faveur d'une minorité de plus riches et en défaveur d'une majorité de classe moyenne et de plus pauvres. Donc, j'appelle les Françaises et les Français, écoutant cette analyse, à sortir de cette diversion. Je les appelle à ne pas se laisser distraire. La lutte de libération des exploités de France doit se dérouler ici en France. Le peuple de France doit se rassembler et se libérer de ceux qui l'exploitent. Ceux qui l'exploitent ne sont pas au ciel. Ceux qui l'exploitent ne sont pas en Russie, ils sont à Paris. Ils sont dans les institutions dont ils se sont accaparés et qu'ils utilisent pour leur avantage personnel et contre l'intérêt général. Le peuple français doit retrouver les vertus de la lucidité et du combat pour sa souveraineté intérieure. Car c'est cette souveraineté intérieure qui est menacée, puisque des pans entiers de son économie ont été bradés pour des oligarchies multinationales, pour un mondialisme échevelé, qui, pour seul argument, appelle complotiste toute analyse qui pointe ses responsabilités du doigt, au lieu de s'intéresser à ses effets nocifs et concrets sur la vie du peuple français. Les événements qui vont donc se dérouler en France, à partir du 8 septembre, correspondent à ce que je vous avais annoncé. L'effondrement de la Macronie est une question de jour. Écrivez ça. Écrivez. À partir du 8 septembre, tout s'accélère. Tout s'accélère en France. Ça va aller aussi vite ici que dans les néocolonies du continent africain. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. De manière immanquable, les événements vont s'accélérer. Le peuple français est condamné à prendre conscience. Il ne peut pas continuer à faire confiance en se faisant tromper.